nationale. Et, et cela nous permet de revenir sur ces politiques d'égalité des chances avec deux leviers historiques. Le premier porté par le ministère chargé de la ville, qui était la politique de la ville. Et puis le second levier qui est porté par l'Éducation nationale et que vous connaissez tous, qui est celui de l'éducation prioritaire. Et donc on peut mettre en perspective ces deux leviers pour dire que la cité éducative est une démarche qui rejoint ces deux volontés politiques, celle de l'éducation nationale avec l'éducation prioritaire et celle de la ville avec la politique de la ville. Quelques compléments avant de laisser la parole à monsieur le directeur du programme d'éducation de la NCT, Frédéric, juste pour vous rappeler que toute politique publique a un volet évaluation. Et ça, c'est impératif. Ça signifie que vous entrez dans la démarche de cité éducative et qu'il y aura nécessairement une évaluation des actions que vous allez mener, que vous allez porter auprès des publics de 0 à 25 ans, et que cette évaluation nous permettra ensuite de proposer la cité à un renouvellement du label ou pas. Sachez que ce renouvellement n'est pas fait par tacite reconduction, mais qui fait l'objet d'une véritable évaluation par la coordination et qu'à la suite de cette analyse, il y a une proposition qui est faite aux deux cabinets avec poursuite ou pas de la labellisation pour la cité éducative. Donc, ayez bien cela en tête. Il y a, l'expression est un peu forte, à rendre compte des deniers publics et des actions que vous portez à destination de ces jeunes de 0 à 25 ans. J'évoquerai également l'amalgame qu'il peut y avoir parfois tant auprès des collectivités territoriales que du citoyen et de la citoyenne. Qui dit cité éducative ne dit pas nécessairement collège en éducation prioritaire. Et d'ailleurs, dans les 40 nouvelles cités, il y en a 8 pour lesquelles les collèges qui sont chefs de file côté éducation nationale ne sont pas en éducation prioritaire. Mais ça signifie pour autant que vous avez un public qui est en QPV, que vous avez un public qui a des besoins exprimés, souvent avec des professions, des catégories sociales défavorisées. Sachez que cela fait 249 cités qui ont été labellisées aujourd'hui et que ça concerne 1,5 million d'élèves sur les 12 millions que nous accueillons dans les écoles, collèges et lycées. C'est assez conséquent. Et ça permet de rendre concret le souhait du président de la République, et j'ai même envie de dire la volonté du président de la République, de généraliser les cités éducatives à l'ensemble des quartiers politiques de la ville. Je terminerai par rappeler qu'il y a une troïka qui pilote et qui gouverne ces cités éducatives, représentée par monsieur ou madame la maire, monsieur ou madame le préfet et monsieur ou madame l'inspecteur d'académie, et que cette troïka délègue à des chefs de file, souvent le principal du collège qui est sur la cité, souvent aussi, je parle en ton nom, Frédéric, le ou la déléguée du préfet, et puis le maire, soit un directeur général des services adjoints, soit quelqu'un qui est missionné pour cela. Et puis, il y a, sans oublier, le CPO, chef de projet opérationnel, je vais faire l'acronyme, qui est également une pièce maîtresse pour pouvoir coordonner l'ensemble des actions que chacune des parties souhaite mettre en avant et qui est là pour mettre de la cohérence donc et répondre aux attendus du cahier des charges qui a été présenté et qui a été validé par la coordination nationale. Frédéric, je te laisse la parole, mais en tout cas, de nouveau, toutes nos félicitations pour cette labellisation. C'est à la fois de l'espoir, mais c'est aussi des engagements que vous prenez à destination de ces jeunes de 0 à 25 ans pour la collectivité, pour les services de l'État, qu'ils soient préfecture ou qu'ils soient éducation nationale. Je vous remercie, Frédéric. Merci Patrice, merci à vous d'avoir rejoint cette visio. Je me joins aux félicitations que vous a adressées M. Patrice Durand, donc sous-directeur de la performance et des politiques éducatives territoriales à DGESCO. Et donc je vous félicite à mon tour pour un chemin qui a été parfois long pour certains, une attente aussi qui a été longue, et par là même je vous en excuse, parce que je sais que parfois les délais ont été longs pour qu'on revienne vers vous, mais puisque aujourd'hui la nouvelle est positive et plutôt bonne, je trouve que du coup on s'en sort pas mal.
Beaucoup de choses ont été dites par Patrice. Peut-être, effectivement, je vais plus soir sur certains aspects en rappelant que cette démarche est une démarche ambitieuse, avec beaucoup d'attentes. Vous dire aussi qu'on vous félicite aujourd'hui, mais que finalement, vous allez découvrir que le chemin est encore long et que pour construire un projet de cité éducative et un fonctionnement en cité éducative, il va falloir encore quelques étapes à franchir. Alors, évidemment, vous êtes labellisé, ça ne se remet pas en cause, mais vous allez le constater, et j'ai pu déjà en discuter hier avec certains nouveaux CPO, puisque quelques cités éducatives nouvellement labellisées nous ont rejoint à un séminaire que nous faisions avec les CPO spécifiquement à Dijon hier. Ce que je leur disais, c'est que voilà, il y avait la période de la candidature, donc évidemment qui a demandé de l'énergie, qui a demandé beaucoup d'investissement de votre part, mais je dirais que maintenant, finalement, le plus dur reste à faire. Alors, je ne veux pas être alarmiste outre mesure. Déjà, les choses ont été rappelées par Patrice Durand sur le fait qu'il y avait, évidemment, comme il y a des logiques de deniers publics, de crédit, il y a des logiques de rendu compte, et ça, on vous en expliquera, on vous en dira quelques mots par la suite. Et je pense surtout que ce qui est important de se dire à ce stade-là, c'est que cette ambition forte que vous avez souhaité porter sur vos territoires respectifs, elle va nécessiter beaucoup de travail, de groupes de travail, de réflexion, parce que je rappellerai que c'est vraiment l'idée de la démarche cité éducative, c'est l'idée de développer un projet, un regard, une vision commune sur un territoire, et c'est pas simple, hein, puisque à minima, vous avez plusieurs institutions à vous mobiliser sur cette cité éducative, et donc la logique de la vision commune, c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaiterais insister à ce stade-là, parce que vous allez démarrer. On le sait, puisque nous, on a la chance d'accompagner des dizaines de territoires depuis plusieurs années. On sait qu'au moment où vous êtes labellisé, vous allez recevoir, vous savez, les crédits, les dotations, vous allez être pris dans une logique assez forte de l'utilisation des crédits. Et là-dessus, je voudrais, à ce stade-là, vous alerter, en tout cas, attirer votre attention sur le fait que, bien sûr, il y a un enjeu de rendu compte et d'utilisation efficiente et efficace des crédits qui vont vous être dotés. Mais avant tout ça, il faut d'abord structurer votre projet. Donc, il y a encore du chemin sans doute à franchir pour certains d'entre vous, de constituer les groupes de travail, de constituer les habitudes de travail, les fréquences des réunions, de s'entendre sur des regards communs, des objectifs communs, même si vous l'avez déjà un peu fait avec le dossier, pour pouvoir ensuite dépenser, mettre en œuvre le projet de façon plus efficace. Pour cela, ça a été dit par Patrick Durand, la coordination nationale, la vision qu'on en a commune avec la DGESCO et la NCT, c'est qu'on est dans une logique d'accompagnement. Donc, vous pourrez compter sur nous. Alors, aujourd'hui, ça fait un peu la première étape, c'est la première vision qu'on a avec vous. Mais sachez que ce ne sera pas la seule, ce ne sera pas la dernière. On vous proposera d'autres occasions de rencontres. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur certains aspects parce qu'il y a des éléments de calendrier qu'on souhaiterait vous rappeler, vous redonner. Mais donc voilà, la coordination nationale que nous opérons avec la DGESCO et la NCT conjointement est dans une logique d'accompagnement. On est une petite équipe des deux côtés et il nous arrive très souvent même de venir à votre rencontre, pas dans des logiques nécessairement de contrôle, mais aussi d'appui et de soutien. Voilà ce que je voulais vous dire peut-être en première approche. Sur les aspects de construction, de consolidation de votre projet, peut-être vous attirer votre attention aussi sur une dimension importante. Pour la plupart, vous avez vu le dossier était à la fois ambitieux dans ses attendus, mais il était assez court finalement. Peut-être attirer votre attention, je l'ai fait déjà, sur l'idée qu'il faut encore consolider, structurer pleinement la démarche avant de rentrer dans une phase opérationnelle, même si je sais que les délais vont être courts et vous allez devoir tout faire en même temps. Et peut-être aussi attirer l'attention sur la dimension préalable du diagnostic sur des territoires comme les vôtres. Il y a beaucoup de complexité. C'est important vraiment de discuter à 3, à 4, à 5 sur le fait que, voilà, quels sont les éléments de diagnostic sur lesquels vous entendez qui vont vous permettre de définir ces priorités. Comme ça a été dit aussi aujourd'hui, pour la plupart, j'espère, et j'ai oublié de le dire en préambule, mais vous êtes certains d'entre vous sans doute principaux de collège, ici présents à la visio. D'autres sont représentants de la collectivité, puisque même si nous, aujourd'hui, en coordination nationale, on met souvent en avant la NCT et la DGESCO, on n'oublie pas qu'évidemment, il y a un troisième larron dans l'aventure et dans la démarche éducative, c'est le territoire, c'est la collectivité. Donc, certains d'entre vous, vous êtes sans doute issus des collectivités, soit sur des fonctions de directeur de l'éducation ou de DGA. On a également, et ça a été dit par Patrice Durand, les préfectures avec les délégués du préfet, donc on sait à la NCT qui sont pleinement mobilisés et fortement mobilisés sur les cités éducatives. Et enfin, effectivement, les CP. Tout ça pour dire que ce noyau dur de 3 ou 4 personnes, et ça je le donne comme élément aussi de perspective, c'est on va dire, le noyau dur initial du projet que vous avez constitué.
mais il faudra vous autoriser, et vous pourrez vous autoriser, dans une ambition qu'on souhaite la plus forte possible sur la question éducative sur votre territoire, à l'étendre à d'autres acteurs. Ça, je le dis parce que c'est un point de discussion qu'on a souvent avec les autres cités éducatives. Il fallait démarrer à quelques-uns. Il semblait important que ces trois parties prenantes démarrent un projet de cité éducative, mais vous avez tout à fait le loisir d'étendre votre gouvernance, votre pilotage, je ne sais pas comment vous l'appelez sur votre territoire, à d'autres acteurs tels que la CAF, tels que les conseils départementaux, les conseils régionaux, les ARS, puisque vous verrez, et sans doute dans vos priorités, ça fait partie des sujets, les enjeux de santé sont particulièrement prégnants sur nos territoires. Voilà un peu ce que je voulais dire, moi, à ce stade-là. Alors, la manière dont on a conçu cette visio, c'est vraiment comme c'est la première réunion, ce qu'on vous propose à ce stade-là, c'est pas d'être dans un mode descendant où on va vous asséner des dizaines et des dizaines de messages différents. On le fait assez classiquement avec la coordination nationale. C'est plutôt un mode d'échange avec vous. Donc, ce qu'on vous proposait sur cette visio-là, c'est aussi de commencer à répondre à des questions. Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a plein de questions, et quand on démarre, il y a des questions ultra techniques, de détails, sur lesquelles peut-être vous vous interrogez, et on va essayer d'apporter des réponses. Et puis, nous, de notre côté, on voulait vous donner quelques éléments plus, on va dire, de perspective et d'agenda, pour que vous ayez un peu de visibilité sur les prochains mois. Peut-être que Suzy, il faut qu'on commence sur les éléments d'agenda, et après, on laissera et on ouvrira le canal. Alors, assez classiquement, ce qu'on fait, Patrice, si tu en es d'accord, oui, c'est qu'on vous propose d'ouvrir vos micros, de nous poser vos questions. On a fait des visios parfois à 150, 200 personnes, on faisait avec le chat. Mais je crois que là, je vois que vous êtes 82, on devrait arriver à jouer l'interactivité. Sur les éléments peut-être de calendrier, si tu peux passer la prochaine diapo, Suzy. Donc, sur les prochaines échéances, on vous a communiqué, ou on les a communiqués aux préfectures. Donc, peut-être que sur les collectivités, vous n'avez pas encore ces éléments-là. Le projet de type de convention, des conventions. Alors, il y a la convention triennale, il y a la convention de mutualisation. Donc, ça, c'est des documents qu'on va vous demander de nous faire remonter au plus tard pour le 31 décembre prochain. Donc, déjà, vous voyez, il y a quelques contraintes qui vont arriver. Tout est simple avec les cités éducatives, mais parfois, il y a quelques complexités qui se cachent derrière la simplicité. Donc ça, c'est les conventions à préparer. Ce qu'on pourra dire à ce sujet-là, c'est peut-être moins vrai sur la convention d'utilisation, en tout cas sur la convention triennale, c'est que c'est une base minimale. Donc si elle peut être enrichie par ses signataires ou par ses objectifs, vous avez tout le loisir de l'enrichir. Par contre, les mentions et les articles qui sont indiqués doivent y figurer. Donc, on ne vous est pas autorisé à changer vous pouvez en ajouter, mais vous ne pouvez pas en retirer. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, on vous proposera de réunir l'ensemble des troïkas et des cités éducatives. On aimerait, en tout cas, ça fait partie des perspectives qu'on a envisagées. Et on a une date qui est pré-crantée, on va dire, dans l'agenda des salles dont on dispose, qui serait le lundi 15 septembre prochain. Donc, notez-le déjà. Alors, pour les collègues chefs d'établissement, on a fait en sorte on a veillé, et sous la houlette de nos collègues de la DGESCO, à ne pas faire ça la première semaine de septembre. Bon, déjà, la deuxième, c'est peut-être encore tendu, vous allez me dire. Mais il fallait quand même qu'on fasse ça assez tôt. Donc, on vous proposera sans doute, et on vous confirmera, un temps de travail à Paris, le lundi 15 septembre, à définir encore s'il sera sur la journée ou sur la demi-journée, mais ça, on vous précisera. Et l'autre attendu qui est important, c'est de vous dire que, en plus de la convention triennale et la convention d'utilisation, on attendra de votre part on va vous transmettre, alors vous allez apprendre, alors pour ceux qui ont peut-être déjà discuté avec d'anciennes cités, c'est ce qu'on appelle la revue de projet. Donc, c'est un peu été évoqué parfois tout à l'heure sur les questions de rendu compte, finalement, de reddition des comptes. Chaque année, vous aurez, tous les 3 ans, à nous renvoyer un compte rendu de l'activité qui nous sert, nous, et dont on fait une synthèse. Ça s'appelle la revue de projet. Vous verrez qu'elle est numérisée, et donc vous avez à répondre à des questionnaires. Ce qu'on attend de cette revue de projet, c'est qu'elle soit travaillée dans le collectif de la cité éducative, donc que ce ne soit pas une seule personne qui la remplisse seule dans son bureau, mais qu'il y ait vraiment un travail de concertation préalablement au remplissage de la revue de projet. Donc ça, on vous la transmettra et il faudra nous la rendre pour le 31 décembre. Et à ce stade-là, je vais peut-être mettre une petite incise. La totalité des territoires ici présents, puisque vous êtes lauréat, avaient bénéficié d'un fonds d'amorçage. Et pour la plupart d'entre vous, mais c'est pas, je ne distribue pas les bons et les mauvais points aujourd'hui, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez relativement oublié de nous dire ce que vous aviez fait de ces crédits au moment de votre dossier de candidature.
Tout ça pour dire, mais on vous le redira, on attendra aussi une information sur l'utilisation de ces crédits de l'année 2024 dans la revue de projet 2025. Ça, c'est un point que je voulais dire qui n'est pas dans le diaporama, mais vous en serez informé par mail quand on communiquera ces éléments. Ça, c'est les éléments de calendrier. Et puis, peut-être la dernière diapo sur les ressources, Suzy, ou peut-être qu'on l'attend peut-être un peu plus tard, on fera à la fin de la visio. Peut-être à la fin. On fera à la fin de la visio. Patrice, est-ce que tu voulais rajouter des points à ce point-là, ou est-ce qu'après on ouvrira le fil? Un dernier point qui a été évoqué, la dotation. Le programme 147, qui est donc le support de la dotation de la cité éducative, ça signifie que vous allez avoir une dotation. Il a vocation à porter les politiques portées par l'éducation nationale, par la préfecture et par la ville. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a tel montant qui va être à destination de l'éducation nationale, réduit de la dotation des 30 000 euros qu'a le collège, et tant pour la collectivité. Non, c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir sur l'ensemble des actions à destination de ces élèves, qu'elles soient dans le champ de la préfecture, dans le champ de la collectivité ou dans le champ de l'éducation nationale. Et ça, il faut vraiment que vous y soyez très attentifs. À la fois à défendre les positions et les actions que vous allez porter, mais il n'y a pas volonté de morceler en fonction du chef de file et du représentant de la Troïka, c'est cette dotation de la cité éducative. On a parfois vu, hélas. En fait, c'est un peu l'attention que j'attirais tout à l'heure en vous disant qu'il fallait d'abord penser, là maintenant que vous êtes lauréat, à bien retravailler sur les process collectifs, sur la manière dont vous vouliez travailler, et pas tout de suite s'intéresser à la question du budget. C'est un peu ça qu'on a pu constater par le passé, c'est voilà, vous allez avoir une dotation, en plus cette année, et on s'en excuse par avance, vous allez l'avoir tardivement, et vous allez voir, et vous l'imaginez bien, on va vous demander de l'avoir consommé pour autant avant le 31 décembre. Donc ça va vous mettre dans une situation un peu complexe où vous allez devoir tout de suite avancer, alors que je suis en train de vous dire qu'il faut d'abord s'arrêter et structurer les choses. Donc, c'est quelque chose dont on a bien conscience que ce n'est pas toujours simple, mais c'est un point d'alerte quand même, c'est que les cités éducatives qui ont tous vécu cette réalité-là, parce que vous n'êtes pas les premiers malheureusement à avoir des dotations tardivement, parfois celles qui ont priorisé la logique des crédits sur la logique du projet, s'en mordent un peu les doigts au fin du fin, puisque finalement, elles s'organisent plutôt dans un système de programmation financière que dans un vrai projet coopératif entre les trois institutions au minimum qu'on a demandé de réunir dans la cité éducative. À ce stade-là, et si ce qu'on a dit est assez clair, mais vous avez tout à fait le droit de nous demander des précisions par rapport à ce qu'on a déjà dit, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une volée de questions. On avait prévenu pour cette séance une durée d'1 heure, donc on ne va pas non plus… Et la coutume qu'on a avec la coordination nationale, c'est qu'on essaye de tenir le 1 heure, mais que 1 heure, c'est très bien. Donc, on a déjà pas mal avancé, il nous reste une demi-heure. Donc, je vous proposerais bien, là, à ce stade-là, de commencer à prendre quelques questions. L'habitude aussi, c'est que ça alimente une foire aux questions. Vous verrez que dans la coordination des cités, il y a beaucoup de documentation, on en parlera à la fin. Et on alimente avec vos questions, les réponses qu'on vous donne alimentent une foire aux questions. Suzy, tu voulais… Peut-être juste une question du chat en première avant de prendre les paroles. Alors, on me dit à l'oreillette qu'on va prendre une question du chat avant et après on répondra aux autres questions. Alors, la rencontre des Troïkas concerne aussi l'Outre-mer pour le 15 septembre 2025. Alors, évidemment, quand nous, en tant qu'organisation nationale, quand on propose ce qu'on propose, on propose à la destination de toutes les cités. Pour autant, on n'ignore pas qu'évidemment, c'est un peu plus complexe pour les cités des Outre-mer de se déplacer sur une journée, voire une demi-journée. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourra peut-être revenir. Il est prévu qu'on puisse organiser cette partie, peut-être une visio en même temps, mais c'est parfois techniquement compliqué. Mais oui, en toute logique, ce qu'on propose, il est adressé à tout le monde, même si on a bien conscience que la contrainte fait que parfois, les collègues des Outre-mer ont moins de facilité à venir. Bon, pour autant, on peut reconnaître que globalement, ils font l'effort et qu'à tous les événements, les Outre-mer sont plutôt bien représentés. Mais ce n'est pas du tout pour mettre la pression sur la personne qui a posé des questions. On va prendre quelques… Donc, je vois qu'il y a Saint-Paul qui a levé la main, et puis après, on passera la parole à… je ne sais pas le nom. Alors, il y a… Vigneux-sur-Seine. Alors, on va prendre Saint-Paul et après Vigneux-sur-Seine.
Oui, donc bonjour à tous. Florence Galli, chef de projet opérationnel ville, donc cité éducative de Saint-Paul à La Réunion. Moi, ma question portait justement sur cette consommation des crédits. C'est-à-dire que là, on vient d'être labellisé, on attend la notification, enfin le courrier de notification officielle. On a une maquette financière du coup qu'on va retravailler par rapport à notre plan d'action. Mais l'idée, c'est que cette maquette doit être validée en comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, avec l'arrivée des vacances, en fait, ne pourra avoir lieu qu'à la rentrée. Donc nous, ce sera seconde quinzaine d'août. Mais est-ce à dire du coup qu'on ne peut pas consommer, enfin, on ne pourra lancer, consommer les crédits qu'à partir de septembre. Donc effectivement, c'est assez tard, notamment pour les porteurs de projets. Alors je voulais savoir si j'avais bien compris le calendrier là. Est-ce qu'on a besoin de ce comité? J'imagine qu'on a besoin de valider en comité de pilotage l'ensemble des actions avant de les enclencher. Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Sur l'enveloppe, oui, vous allez l'avoir effectivement là prochainement et c'est assez tardif, mais normalement, ça devrait, j'ai pu en discuter avec la DGCL, et normalement, ils devraient déléguer les crédits aux préfectures. Les crédits devraient arriver là sous peu. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai oublié de le dire, je crois que l'a pas dit Patrice, vous recevrez effectivement les collectivités, mais les préfectures en seront mis en copie. Les collectivités recevront sous peu, là, sous quelques jours, une notification signée de Madame la ministre de l'Éducation nationale d'un recherche et l'enseignement supérieur, mais c'est dans un autre sens, mais je vais le tiercer, mais pas dans l'ordre, et de Madame la ministre de la Ville, qui vous confirme la labellisation de votre territoire et le montant de la dotation. D'accord? Ça, c'est un point. La dotation va arriver. Après, sur la question de quand vous pouvez commencer à utiliser les crédits, déjà, de toute façon, facialement, une fois que vous avez la somme, vous savez déjà avec combien vous pouvez jouer. Donc, c'est déjà un premier point. Après, sur la modalité de mise en œuvre que vous évoquez, je pense que ça, je peux comprendre, Patrice, tu me diras, mais nous, ce n'est pas à nous, la coordination nationale, de vous dire la manière dont vous allez vous organiser. Et qu'après, c'est vraiment local. C'est-à-dire que si dans le système que vous avez construit, il y a un préalable qui fait que toutes les décisions financières doivent passer par le comité de pilotage, moi, je ne vais pas le contredire. Par contre, on sait qu'à d'autres cités éducatives, c'est un peu plus flexible, un peu plus rapide. Donc, je dirais que après, c'est vraiment au local. Nous, ce à quoi on tient, et c'est le message qu'on porte, c'est que, et c'est un peu ce que tu disais, Patrice, tout à l'heure, c'est que l'enveloppe, elle est dédiée à la cité, elle n'est pas liée à un type de partenaire en particulier, et qu'elle est pilotée par la cité, donc par le collectif, et pas par une partie prenante du collectif. Donc, on ne souhaite pas voir, comme on l'a parfois vu, de prééminence d'un des acteurs sur les autres sur l'utilisation de l'enveloppe. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question, mais ça donne quelques éléments de cadrage. Après, sur la modalité, très concrètement, franchement, vous êtes modulo le fait d'avoir les crédits, vous avez de la souplesse. Après, il y a des mécaniques un peu plus techniques, donc sur lesquelles il ne faut peut-être pas que je m'attarde dans cette vidéo, sinon on va parler que de ça pendant une demi-heure, mais qui font que la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est comment vous gérez votre enveloppe. Vous verrez que dans les différentes documentations qu'on va vous donner, on parle d'appel à projet. Ce n'est pas toujours le modèle qu'on promeut. On parle d'argent qui sont laissés à la préfecture et qui sont appelés au gré de dossiers de demande de subvention. On parle de possibilité de déléguer les crédits à une structure dédiée telle qu'une caisse des écoles qui amène de la souplesse. Donc, il y a plein de modalités que vous pourriez aussi choisir, si vous ne l'avez pas déjà fait, qui permettent de piloter l'enveloppe de façon plus ou moins simple et plus ou moins agile, comme on dit. C'est un point qui est un point important parce que, comme vous l'avez dit, vous aurez concrètement les crédits en juillet ou en septembre, en juillet. Et donc, plus votre système est agile dès le début, plus c'est simple. Après, sur la question de la consommation, il faudra toujours avoir en tête qu'on distingue l'engagement du paiement. Ce que vous avez l'obligation d'avoir fait au 31 décembre, c'est l'engagement. Après, vous verrez avec les préfectures qui sont les interlocutrices sur ce sujet-là, la question du paiement, elle peut se faire avec des systèmes de report sur l'année suivante. Par contre, on n'autorise pas les reports d'engagement. C'est-à-dire que les crédits non engagés au 31 décembre sont perdus, très concrètement. Donc, il y a un vrai sujet. Hein, D'accord, mais le prérequis, excusez-moi, c'est quand même la signature de la convention cadre, ou pas? Non, on l'a levé, parce que sinon, on ne peut pas vous dire 31 décembre. Donc, en fait, on ne D'accord. va pas vous demander ça. Ça a été un prérequis sur certaines autres cités. Vous avez raison de le signaler. Mais là, pour vous, on ne peut pas non plus compliquer trop. Déjà que l'agenda est complexe, vous allez avoir les crédits, vous n'aurez pas l'obligation d'avoir fait la convention avant de commencer. Merci, c'est très clair.
La collègue de Vigneux, je crois, c'est ça? Oui, bonjour. Jessica De, je suis CPO pour la ville de Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. J'ai deux questions. La première, sur la cité éducative de Vigneux, on a un établissement qui est un établissement associé et non membre, parce qu'il accueille les enfants de 2 QPV, mais qu'il n'est pas dans le QPV, mais qu'il n'est pas REP non plus. On s'est posé la question s'ils pouvaient déposer au même titre que les établissements membres des dossiers en fonds de mutualisation et en programmation classique de la cité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il était indiqué dans les conventions qu'on aurait des enveloppes 2026 et 2027 par la suite. Il n'y a pas de garantie que ce soit la même que celle de cette année. Et je voulais savoir si vous saviez déjà à quel moment on allait avoir cette enveloppe parce que on souhaite ne pas se retrouver dans la même situation cette année. Voilà, moi j'ai eu la chance, j'étais en copie ce matin, donc je suis venue avec ma liste de questions de la Troïka. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Vous voulez répondre à la première ou allez-y, Saïda. Vous voulez dire, vous entendez je pense qu'on vous entend quand vous parlez. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'en profite, donc Saïda Belaïd, je suis chargée d'études au Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires, en charge donc des cités éducatives. Pour répondre à votre question concernant les collèges membres associés, la création de la convention de mutualisation du fonds de la cité, justement, prévoit par la signature des établissements scolaires de pouvoir bénéficier des actions du fonds de la cité. Donc l'idée, et j'en profite, la convention de mutualisation, c'est une annexe à la convention cadre. Elle a tout son sens justement puisque elle permet d'identifier l'ensemble des établissements scolaires qui vont être partie prenante dans le projet de la cité éducative, que les établissements soient membres ou associés. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, dès le départ, et notamment pour les lycées, les intégrer dans la réflexion, dans le projet, pour qu'ils puissent, au-delà uniquement des financements, j'insiste, au-delà des financements, de pouvoir vraiment être présents dans les logiques de projet, de réflexion, d'alliance éducative. Donc oui, les établissements pourront bénéficier des crédits à partir du moment où ils seront signataires de la convention de mutualisation qui doit passer en conseil d'administration, mais on y reviendra si besoin plus tard. Voilà, en termes d'information. Alors, sur la deuxième partie, c'est une question que j'ai eue d'ailleurs hier au séminaire des cités éducatives, qui m'a été posée par sans doute un collègue CPO d'une nouvelle cité éducative. Effectivement, vous l'avez noté, dans les notifications, on a signifié que c'était seulement pour l'année 2025, puisque comme on manque de visibilité, comme tout le monde, hein, on n'était pas en capacité de… Voilà. L'intention, néanmoins, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on vous propose de signer une convention triennale. Donc, on n'est pas dans une logique de remise en cause a priori, mais il y a cette prudence qui est nécessaire. Malheureusement, ça ne vous étonnera pas, je n'ai pas de visibilité, comme l'ensemble des citoyens français, finalement, sur la réalité budgétaire de 2026. On espère avec vous, parce que vous croyez bien qu'on fait tout le nécessaire avec les collègues de la DGESCO et nous-mêmes pour alerter le fait que plus tôt les décisions sont prises et mieux c'est. Évidemment, on est petit par rapport au sujet global, mais en tout cas, on essaye de peser du petit poids qu'on a. Aujourd'hui, la seule chose que je pourrais dire, modulo le fait que je ne sais pas quand la loi de finances de 2026 sera votée, et que rien ne dit qu'elle sera votée au 31 décembre, comme classiquement, et qu'elle ne sera pas retardée comme cette année. Modulo ça, maintenant, vous êtes dans la famille, vous êtes labellisé. Donc déjà, la décision, elle sera prise au même titre que les autres. Les autres cités, si on regarde cette année, elles ont eu aussi des notifications assez tardives, très honnêtement, puisqu'elles les ont eues en mars de mémoire, mais néanmoins un peu plus tôt que vous. Donc, on peut raisonnablement penser que de toute façon, maintenant, comme vous faites partie du groupe, vous allez avoir de fait une notification qui sera plus rapide. Je ne crois pas, mais c'est un avis personnel, qu'on soit dans une logique de remise en cause de la totalité des enveloppes. Est-ce qu'on peut prédire une baisse de celle-ci? C'est plus difficile de s'exprimer sur le sujet à ce stade. Merci beaucoup, c'était très clair. Oui, peut-être, Clarisse me donne une petite alerte sur un point. Peut-être certains d'entre vous, et notamment les collègues des préfectures,
savent que sur les premières parties des délégations de crédit P147, ça ne concernait pas que les cités, mais l'ensemble des crédits du P145, donc qui est le BOP de la politique de la ville, il avait été notifié au préfet qu'il devait opérer un gel de 7%. C'est-à-dire qu'on a demandé au préfet de, sur la totalité de l'enveloppe, retenir 7% et de ne pas déléguer la totalité des crédits. Vous dire peut-être à aujourd'hui, et vos préfectures sont présentes, mais ça concerne aussi les territoires, bien évidemment, qu'on a la confirmation de notre cabinet, il n'y aura pas de 7% sur vos enveloppes à vous. C'est-à-dire que ce qui va vous être notifié, c'est ce qui va vous être donné, entre guillemets. Donc, il n'y aura pas cette réserve de 7% sur vos enveloppes à vous. Sur cette année. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, Lydia Hugues, déléguée du préfet. Je suis avec les collègues de l'Éducation nationale et de la mairie de Carrières-sous-Poissy. On tenait tout d'abord à vous remercier pour la labellisation. On est ravis. On avait une question, nous, sur le périmètre de la cité éducative, puisque nous avons le collège chef de file qui est REP, mais un autre collège sur la ville qui accueille des enfants du quartier, mais qui n'est pas en réseau prioritaire, d'éducation prioritaire. Et ça va déterminer notre programmation 2025. Donc, on voulait savoir si vous pouviez nous éclairer sur le sujet. On voulait un périmètre étendu à l'ensemble de la ville. Écoutez, nous, on a répondu sur le périmètre par rapport à votre proposition initiale dans votre dossier. Donc, si on n'a pas répondu, si cette question n'était pas évoquée dans le dossier, ça veut dire qu'on ne l'a pas instruit. Donc, sur ce cas précis, peut-être qu'il faudra quand même peut-être que vous donniez quelques éléments complémentaires à la DGESCO pour qu'on puisse statuer. Et ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'on a eu à traiter déjà des sujets relatifs à, vous savez, ces établissements qui ne sont pas dans le périmètre, mais qui pour autant recrutent des enfants, des élèves qui viennent du QPV. C'est un sujet qu'on n'a pas, c'est pas la première fois qu'on le pose. Là-dessus, la réponse, elle est assez classique. Je rappelle, moi, parce que je suis côté ANCT, que les crédits ne servent pas qu'à l'usage unique de actions dans le milieu scolaire. C'est important de le dire, parce que, comme ça a été rappelé par Patrice, oui, on peut financer des actions des acteurs scolaires dans la cité, mais ce n'est pas uniquement ça. Donc ça, c'est un premier point, mais ça, j'imagine que vous l'avez bien en tête. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours être attentif à cette logique d'extension des périmètres, notamment avec les établissements. Même si j'entends qu'ils accueillent des gamins en politique de la ville, il y a un point de vigilance à avoir collectif, et vous-même, côté préfecture, vous devrez l'avoir, c'est qu'on souhaite quand même que les crédits de la politique de la ville et les crédits spécifiques, les 15 000 € du fonds de la cité de la DGESCO, bénéficient réellement aux élèves, aux enfants, aux jeunes du quartier politique de la ville. Donc, quand on nous dit qu'on va étendre le périmètre à un collège qui recrute, mais qui a aussi d'autres enfants, ce n'est pas qu'on est contre ces enfants-là, bien évidemment, ce n'est pas le sujet, mais on ne souhaite pas non plus voir arriver à terme, et dans vos bilans, que finalement, les actions qui sont financées dans ce collège bénéficient beaucoup plus à des enfants qui n'habitent pas les QPV que à ceux qui habitent le QPV. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance. Après, sur est-ce que vous pouvez tout de suite l'étendre ou pas, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de nous envoyer un mail à l'adresse générique cité éducative au pluriel, anct.gouv.fr, qui est une boîte commune. Hein. Elle s'appelle ANCT, mais en fait, elle est aussi administrée par la DGESCO, qui nous permettra de vous répondre de façon plus précise et plus concrète, que ça reste, c'est quand même nécessaire. C'est une question qui peut parfois être simple comme ça exprimée, mais qui finalement recèle quelques complexités là aussi. Alors, dans notre dossier, on avait fait la demande. Hein, oui, tout à fait. Vous nous aviez demandé des compléments d'information qu'on avait transmis l'été dernier. Okay. Voilà, juste, et on pouvait… on va vous répondre. Alors, dans ce cas-là, on va regarder ça et on va vous faire une réponse. Merci beaucoup. Normal. Laurent Fouquet. Bonjour, alors je suis Nelly Bernard, je suis avec Laurent Fouquet, je vous en prie. Donc moi je suis sur la Troïka Ville et Laurent est CPO pour la ville. De quelle ville du coup Viry-Châtillon, pardon. Ah oui, c'est vrai, on se connaît, on s'est vu à la Oui, on se connaît, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Moi j'avais une petite question, donc on est sur l'Essonne. Sur l'Essonne, on est sur un fonctionnement d'appel à projet et nous on va lancer notre appel à projet cet après-midi. Je crois que les autres collègues essonniens l'ont fait ou vont le faire également.
Moi, j'avais une question sur est-ce qu'il pourrait y avoir moyen, pas forcément cette année, mais peut-être sur les années suivantes, sous le même principe que le fonds de la cité, le fonds de mutualisation, de prévoir dans l'ingénierie un fonds pour être sur du tirage de petits projets au fil de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé sur la cité éducative? Pour l'instant, on a l'impression que non, mais moi, je trouve que ce serait intéressant parce que ça peut permettre l'émergence de petits projets d'initiatives très locales et qui permettent d'enrichir pour aller sur du plus grand après. Je trouve que dans la dynamique de la cité, qui est déjà bien engagée chez nous, ça pourrait avoir du sens sur certains projets qui ne sont pas suffisamment coûteux pour partir sur du 5 000 € quand ils ne sont pas portés par les collèges et les écoles. Alors là-dessus, en opportunité, je dirais, mais je parle sous contrôle de l'ensemble de mes collègues et ils ont le droit de me contredire, que c'est l'esprit de la cité. C'est-à-dire que nous, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mentionné plein de modalités de gestion financière. C'est-à-dire Ouais. qu'on est beaucoup plus, nous, on est pas, à la coordination nationale, nous sommes plutôt sur la logique d'hybridation, au sens où peut-être qu'il n'y a pas une modalité unique de gestion des crédits. On sait que beaucoup de territoires ont fait des modes appel à projets, pourquoi pas, mais il nous semble que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la mise en œuvre financière de la cité éducative. Il y a d'autres modalités et celle que vous évoquez est tout à fait pertinente. Ceci étant, il y a un aspect technique, c'est que on sait aussi que si on gère ce fonds via un appel à un dossier, je vais rentrer dans la technique, mais un dossier simple de dauphin, ce n'est pas le meilleur modèle parce que finalement, ce n'est pas assez souple. Donc souvent, pour faire ça, il faut avoir recours à une structure dédiée, telle que la Caisse des écoles, mais dans votre territoire, parce qu'on s'est rencontrés, du coup, on se connaît un peu. C'est déjà le cas, on a déjà l'ingénierie sur la des écoles. Voilà, vous avez un PRE, donc vous avez une structure dédiée. Donc ça serait possible. Après, là où réside la complexité, et c'est pour ça qu'il faut quand même être tranquille dans la réponse, c'est que nous, on laisse la main sur ces questions-là aussi aux préfectures. Et Ouais, vous c'est l'avez ça. signalé, la préfecture de l'Essonne est sur un modèle unique d'appel à projet. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut que les cités éducatives ou vous, sur lesquelles il faut vous interroger aussi les préfectures. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément le souhait d'appeler la préfecture en disant c'est autrement qu'il faut faire. Par contre, rappelez ce que je viens de vous dire sur l'esprit, ça, je peux le faire. Mais ça veut dire que concernant votre cas précis, parce qu'en Essonne, je sais que c'est un modèle unique d'appel à projet, il y a une discussion à avoir avec la PEDEC sur est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, mais ça, on peut vous y aider. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire, je vais vous laisser seul en discuter avec elle. Ce qu'on peut faire avec la coordination nationale, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on vient de faire là, c'est de rappeler l'esprit en disant que, de notre point de vue, avoir une petite poche, on va dire, qui permettrait plus de souplesse, ça s'entend et c'est cohérent avec la logique des cités éducatives. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, il y a des questions dans le chat aussi, me dit-on. Il me semble qu'il y a également pour les cités éducatives labellisées un fonds sur le BOP 230. Ce fonds est-il intégré à l'enveloppe ou fait-il l'objet d'une notification spécifique? Alors, Saïda, peut-être vous voulez répondre, Simon? Alors, sur le fonds de la cité, donc l'enveloppe globale fonds de la cité, vous avez bien, je pense, en tête le fait que sur les 30 000 euros, 15 000 euros relèvent du programme 147 et 15 000 euros du programme 230. Les 15 000 euros du 147 sont intégrés dans l'enveloppe globale qui vous a été notifiée. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc en gros, si vous avez eu 200 000 euros pour le financement, la dotation, c'est 200 000 moins 15 000. Concernant le fonds de la cité, partie 230, programme 230, en fait, nous allons adresser aux académies des notifications qui vont permettre de déléguer ces fonds au chef d'établissement, à l'EPLE. Donc, la DGESCO transmet des notifications par académie pour l'ensemble des collèges chefs de file, à charge aux académies de déléguer les crédits à l'EPLE. Alors, je précise tout de suite, parfois ça peut paraître, c'est un petit peu long, la délégation des crédits. Donc, pour les chefs de file, les collèges qui sont présents, les principaux des collèges aujourd'hui, voilà, soyez
attentifs à cette délégation de crédit. La convention de mutualisation, je ne vous cache pas, est un acte, enfin, est un document formel qu'on attend pour pouvoir logiquement déléguer les crédits, mais cette année, c'est une année un peu exceptionnelle, donc on déléguera les crédits. On attendait l'annonce de l'ensemble des cités éducatives labellisées pour déléguer l'ensemble de l'enveloppe à l'ensemble des académies. Donc, vos collègues déjà labellisés attendaient avec hâte cette annonce pour pouvoir bénéficier aussi des crédits du programme 230. Voilà. Non, c'est bon. Pour la partie P147 du fonds de la Cité, en fait, la manière dont ça se passe, c'est comme l'a rappelé Saïda, donc dans l'enveloppe, vous allez devoir considérer qu'il y a 15 000 euros qui vont venir abonder le fonds de la Cité, au même titre que le P230. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que le collège chef de file, le chef d'établissement, devra déposer en préfecture une demande dauphin, un dossier de subvention, qui va lui permettre de récupérer les 15 000 euros. Donc, il y a une demande de subvention à faire, au même titre que tout le reste, toute l'action, toute la manière de récupérer les sous en fait, de cette enveloppe-là, quel que soit le mode qu'on a choisi, à un moment donné, ça passe initialement par un dossier dauphin pour récupérer les crédits. Très concrètement, une cité éducative qui déciderait de confier la gestion de ses crédits à une structure dédiée telle qu'une caisse des écoles, elle a au minimum à gérer quand même 2 demandes dauphin dans l'année. La première, c'est le dossier de dauphin qui va lui permettre à la préfecture de déléguer la totalité de l'enveloppe à la caisse des écoles. Et le deuxième dossier dauphin, c'est le dossier déposé par le chef d'établissement pour récupérer les 15 000 euros pour son fonds. Après, si vous avez des systèmes hybrides avec des appels à projets au niveau préfecture et de la gestion dans des caisses dédiées, caisses des écoles, GIP, CCAS, là vous allez voir, le nombre de dossiers va se multiplier. Et d'autres cités éducatives ont choisi un modèle plus complexe, mais qui peut avoir son sens aussi, qui sont que tous les crédits sont à la préfecture et que, en fait, tous les acteurs de la cité éducative, de toutes les cités éducatives, doivent déposer à chaque fois qu'ils ont recours à une action qui sera financée par la cité, à des demandes dauphin en bonne et due forme auprès des préfectures. Ça, c'est vraiment localement que ça s'est organisé. Voilà. C'est ce que je peux dire là-dessus. Il y avait d'autres questions? Pour le moment pas. Pour le moment pas. Il y a une autre tradition dans nos vidéos, c'est que même si on a fixé 1 heure et qu'on a fini au bout de 50 minutes, on n'est pas obligé de rester ensemble. Si au bout de 30 secondes, il n'y a pas de questions complémentaires, on ne va pas vous obliger à rester connecté. Montrer les outils. Ah oui, les outils, pardon. Il y avait quand même des choses qu'on devait, nous aussi, de notre côté. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de ressources. Vous avez pour moi l'avantage, c'est que vous arrivez après plusieurs années et qu'on a développé beaucoup de ressources. Donc, vous avez ce qu'on appelle la grande équipe. Je ne sais pas si tout le monde connaît la grande équipe, notamment les collègues de l'Éducation nationale ne connaissent peut-être pas ce dispositif. La grande équipe, c'est, on va dire, la banque de données, de ressources de la politique de la ville. C'est vraiment… c'est EduScol, voilà, effectivement, c'est un pendant d'EduScol, mais pour la politique de la ville. Dans cette grande équipe, et donc en vous rendant sur la grande équipe, vous pouvez vous inscrire. Donc, à minima, il faut que les CPO y soient. Et après, je pense que plus, c'est possible aussi. Vous y retrouverez des ressources. Donc, par exemple, vous allez retrouver la note d'exécution financière de cette année, mais qu'on a envoyée aux préfectures. Donc, normalement, tout le monde doit en avoir connaissance. La foire aux questions, comme je disais, qu'on actualise. Alors, de moins en moins souvent, parce que finalement, les questions que vous posez, et ce n'est pas vous faire insulte, mais vos aînés les ont posées, donc finalement, on ne la modifie pas tant que ça, ou en tout cas la marge. Vous retrouverez toutes les conventions de type. Vous trouverez aussi, mais à venir, le questionnaire en PDF qu'on va vous transmettre. Donc, j'évoquais tout à l'heure la revue de projet. Et vous trouverez surtout les synthèses qu'on a fait les années précédentes des revues de projet. Donc, vous aurez déjà une visibilité de ce que vous dit vos collègues sur leur activité. Et vous verrez un peu les questions qu'on pose. Sur les enjeux d'évaluation, qui sont des enjeux très importants sur lesquels on ne s'est pas arrêté aujourd'hui, mais on ne va pas vous demander de tout arrimer d'un coup. On a produit collectivement une proposition et un guide évaluatif, un guide d'accompagnement plutôt, et une boîte à outils qui me semble assez qualitative, donc sur laquelle je vous invite vraiment à aller regarder, parce que vous savez qu'on va vous demander de mettre en place un dispositif d'évaluation de votre cité éducative. Donc, on a fourni, on a développé des outils qui vont, j'espère, vous aider dans cette démarche-là. Et ensuite, vous avez tout un tas de ressources thématiques, puisqu'on a fait plusieurs visios, on a fait plein de rencontres sur des sujets divers et variés, donc qui peuvent vous intéresser aussi. Et enfin, mais ça c'est pour les plus courageux, on a une chaîne YouTube, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, vous avez vu à un moment donné, c'est arrivé dans la visio, on enregistre
la totalité de nos visios thématiques ou spécifiques. Et donc, vous avez la possibilité, pour les plus courageux d'entre vous, de les revisionner si vous le souhaitez. Et enfin, parce qu'on ne s'arrête pas là, vous avez au moins une newsletter par mois qui vous est envoyée sur vos boîtes. Donc ça, c'est pour ça qu'on a dû vous demander, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous a invité aujourd'hui, d'actualiser la liste des contacts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que collectivement, on assure une vigilance parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vous, peut-être que, et c'est la vie des personnes, l'année prochaine, le chef d'établissement changera ou le CPO changera. Et donc, il faudra veiller collectivement à ce que cette liste de contacts soit la plus à jour possible. Comme ça, vous n'échapperez pas aux informations de la coordination nationale. Donc, la newsletter mensuelle est précieuse à ce titre-là. Et enfin, même si ce n'est pas marqué, mais je l'évoquais un peu tout à l'heure, je sais que les préfectures, alors il y a peut-être deux choses. Il y a, pour la plupart d'entre vous, vous avez la chance d'être dans des territoires, dans des régions où il y a d'autres cités éducatives et où il y a une forme d'animation territoriale qui est opérée par les centres de ressources ou par d'autres. Je sais qu'il y a des choses avec Canopé notamment aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher. Ne restez pas seul sur votre territoire avec votre cité éducative. Parce que je trouve que c'est toujours important dans ce type de démarche qui sont éminemment complexes de pouvoir échanger avec d'autres. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher. On l'avait tout à l'heure, la collègue de l'Essonne. Il y a un vrai réseau en Essonne. Mais sur l'île de France, bon, il y a une richesse des centres de ressources qui est réelle, mais elle est réelle aussi sur le territoire national et même dans les Outre-mer. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Ils vous accompagneront avec plaisir. Et pour notre part, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos événements, de vos souhaits de venir nous inviter éventuellement à venir discuter avec vos partenaires. Traditionnellement, on a le plaisir à venir sur les sites éducatifs discuter avec vous de vos réalités territoriales et des complexités auxquelles vous êtes confrontés. On n'est pas ministre, respectivement, donc on n'attend pas nécessairement de couper des rubans ou d'inaugurer des choses, mais par contre, on a plaisir à rencontrer les équipes et les partenaires associés. Voilà ce que je pourrais dire, et j'ai été complet sur les ressources. Ouais. Bon. Vous avez vu, on est très contrôlé. Écoutez, si on a au moins répondu, oui, alors je vois qu'il y a une conseil municipal. Je pense que c'est. Alors après, pour avoir travaillé en collectivité, ça dépend comment vous avez fait. Moi, je sais que quand j'étais en collectivité, sur ce type de candidature, je faisais voter au conseil municipal le principe du dépôt de la candidature et de l'acter si elle était validée. Si ça n'a pas été fait, effectivement, je pense que vous aurez peut-être besoin de demander de passer en conseil municipal pour autoriser le maire à signer. Alors là aussi, vous savez comme moi comment fonctionnent les conseils municipaux. Il y a aussi en début de conseil municipal, souvent les maires indiquent ce qu'ils ont eu à signer en rétroactif. Donc, si la question c'est est-ce qu'il faut préalablement à la signature de la convention avoir un conseil municipal, ça dépend vraiment de vos collectivités, de la manière dont elles sont organisées, je ne peux pas vous dire. Mais oui, sans doute qu'il y aura un passage au conseil municipal à un moment ou à un autre sur l'engagement de la collectivité. Écoutez, si on en a fini pour aujourd'hui, en tout cas, je vous remercie. Vous étiez déjà nombreux, parce que vous étiez à peu près 80 tout à l'heure, et puis j'ai vu qu'il y avait des visios où en fait vous avez triché, parce que vous n'étiez pas 80, vous n'étiez pas un derrière l'écran, mais 2 ou 3, voire 4, donc ça multiplie le nombre de personnes. Je n'ai pas fait statistiquement, je n'ai pas vu s'il y avait toutes les cités, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, vous étiez bien représentés. Vraiment, j'étais un peu plus déçu, mais c'était pas vous, c'était moins grave. Par la présence des cités hier, qui n'étaient pas toutes là. Mais pour les nouveaux, c'est normal. Vous aviez été prévenus tardivement. Et donc, on vous reconfirmera la journée du 15 le plus rapidement possible pour que vous puissiez éventuellement venir nous voir. J'espère venir nous voir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je n'ai pas en tête de nouvelles visions très rapidement, donc je vais me permettre de vous souhaiter au cas où un bel été. Peut-être qu'on se reverra, mais si jamais. On vous souhaite un bel été. Ça paraît étonnant de dire ça maintenant, mais surtout avec le temps qui fait dehors, mais on vous souhaite quand même un bel été.